Yaorana et bienvenue dans Manava. Il y a quelques semaines a eu lieu un séminaire sur la durabilité des systèmes alimentaires du Pacifique et nos invités du jour nous en parlent. J'accueille aujourd'hui Philippe Courreau qui est directeur de l'agriculture, Bonjour. Aurélie Thomasin qui est coordinatrice du projet Protège en Polynésie. Alors le projet Protège, c'est le projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes. Ouais, je l'ai bien dit. Audrey Lachaud qui est gérante de l'entreprise solidaire Food and Cook Lab à Montréal. Et Françoise Henry, qui est agricultrice en bio et présidente du SPG Bio Fétia. Ravi de vous accueillir tous les quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aurélie, tu nous parles du projet Protège, si tu veux bien, en quelques mots. Oui, alors le projet, le projet Protège, c'est le nom qui a été donné au projet qui est financé par le 11e Fonds européen de développement, donc par l'Union européenne. Il concerne les 3 territoires européens du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française, ainsi que Pitcairn, qui est encore attaché à l'Union européenne. Il a commencé en 2019 et il se finit fin 2024. Et l'objectif, c'est d'appuyer les politiques publiques de ces territoires pour les rendre plus résilientes face au changement climatique. Alors, question pour Philippe. En quoi est-ce que ça concerne la Polynésie et comment est-ce qu'on applique tout ça alors déjà, en quoi ça concerne la Polynésie? Je crois que le thème et ce qu'a dit Aurélie montrent que quasiment tous les pays et territoires pourraient être concernés. En réalité, la Polynésie, on va dire, l'est particulièrement parce qu'on est quand même dans des écosystèmes fragiles, on va dire, qui sont complexes aussi, puisqu'il y a le milieu marin, le milieu terrestre. Donc, il y a effectivement beaucoup d'attention à avoir sur tous ces sujets. Mais je crois que le développement durable, le changement climatique, ce sont des choses aujourd'hui qui concernent toute la collectivité. Et puis on le répète suffisamment, on en parle suffisamment pour que tous en soyons conscients. Audrey, tu nous présentes le Food and Cook Lab, si tu veux bien. Oui, donc c'est une entreprise basée à Montréal. On a conçu un bâtiment qui est capable d'abriter 2 activités principalement, à savoir une activité de formation qui accueille plusieurs types de publics et une activité de production où là on a un laboratoire équipé pour que des transformateurs ou des agriculteurs, pêcheurs puissent venir transformer leur production pour essayer de valoriser un maximum tout ce qu'ils pourraient avoir en surplus ou de gagner simplement un peu plus d'argent. Et on fait notamment de la conserve sur cette partie-là. J'essaie d'expliquer, on explique tout le monde qui fait quoi. Françoise, tu nous parles du SPG Bio Fétia. Le SPG, c'est le système participatif de garantie. Exactement. Alors, le système participatif de garantie garantit donc les producteurs en agriculture biologique. Et bien entendu, il a toute sa place dans un tel projet, puisque c'est dans notre ADN de participer à la durabilité des systèmes alimentaires et également à la durabilité des systèmes de production, qui sont le cœur du projet Protège. Très bien. Aurélie, le bilan un petit peu du séminaire Pacifica AMA, et explique-nous ce que c'est également. Donc oui, on a effectivement organisé ce séminaire, comme tu le disais en introduction, début octobre 2023. C'est un séminaire qui vient d'abord capitaliser et un petit peu conclure toutes les actions que le projet Protège a soutenues sur cette thématique, puisque depuis 2020, en fait, on a un petit peu réorienté la programmation de ce projet sur justement la durabilité des systèmes alimentaires. Ça faisait suite à la crise Covid, à la fermeture des frontières et au constat que 75% des denrées alimentaires sont importées ici en Polynésie française. Et donc, il fallait qu'on travaille sur ces systèmes alimentaires et surtout sur leur durabilité pour les rendre plus résilients face aux impacts du changement climatique. Et donc, ce séminaire a été accueilli par la Polynésie française parce que la Polynésie était un des territoires les plus avancés dans la réflexion et dans la mise en œuvre d'actions sur les systèmes alimentaires. Et l'objectif était donc de réunir les acteurs des 3 territoires, donc Polynésie, Calédonie et Wallis, mais également des pays de la région qui pouvaient venir témoigner. Et qui peuvent avoir les mêmes problématiques que nous. Exactement. Et donc, on a eu à peu près une centaine de personnes, une quarantaine de personnes des territoires français et une vingtaine de personnes de l'extérieur, des pays comme Fidji, Kiribati, Samoa. On a eu aussi des experts de la FAO, du CSIRO, qui est l'équivalent du CNRS d'Australie, qui sont venus nous appuyer justement. Et les objectifs étaient doubles.
Le premier, c'était donc de faire le bilan de ce qu'on avait fait dans le cadre de Protège, des actions qui avaient été soutenues dans le cadre de Protège. Et le deuxième, c'était de se projeter pour l'avenir et puis pour les futurs, éventuellement les futurs projets qui pouvaient être soutenus par l'Union européenne ou autres. En tout cas, de construire une coopération régionale autour de cette thématique. Alors dans cette optique-là, Philippe, quelles sont les actions les plus urgentes à mettre en place localement et pour développer nos capacités de production locale, par exemple? Bon, il y a beaucoup d'actions à mettre en place. Dire lesquelles sont plus urgentes que les autres quand on parle de système alimentaire, c'est un peu compliqué. Développer nos activités de production, puisque tu as cité cela, ça c'est notre schéma directeur d'agriculture. Donc bien sûr, il faut développer, mais pas n'importe comment. Donc c'est un petit peu ça l'action actuellement en termes de politique publique, c'est effectivement faire de l'agriculture durable, faire de l'alimentation en tout cas durable, essayer de faire une transition alimentaire. On en a déjà parlé, on l'a maintes fois évoqué, et ça a été beaucoup discuté pendant ce séminaire. Donc on a parlé de ce que c'était qu'un système alimentaire et de la nécessaire transition qu'il faut avoir dans notre alimentation. Parce que les choses, il y a trop d'impact aujourd'hui négatif de nos systèmes alimentaires, notamment sur la santé et sur l'environnement. J'imagine qu'au sein de ce que vous avez créé aussi, vous parlez de tout ça et vous mettez en avant cette notion à la fois de bien manger, de bien choisir ses produits, d'une certaine pérennité dans tout ça. Oui, mais sans l'effet coercitif. Enfin, le but, c'est pas d'imposer quoi que ce soit. Les pratiques alimentaires sont vraiment ancrées culturellement, c'est très intime. Donc, on a mis en place un petit programme où on essaye d'accompagner les personnes au travers de plusieurs formes d'activités et au travers du groupe aussi, parce que le groupe est porteur d'émulation et Vous échangez d'entraide. beaucoup et il y a une forme de... Chacun parle de ses expériences et essaye de les mettre en application chez les uns. Ouais. Il y a une forme pas de compétition, mais d'émulation. D'émulation, exactement. Et du coup, ça amène quelque chose. Au moins, les gens on focalise davantage sur l'alimentation, ont une petite réflexion et en fait, ils sont aussi accompagnés au travers par la DSFE sur un kit potager. Qui a été mis en place aussi avec la CAPL. Donc, c'est un ensemble, en fait. Là, on essaye de regrouper plusieurs types d'actions. Et ce qui prend... Enfin, ça donne plus de consistance, finalement, et les gens se sentent encadrés par des choses qui ont du sens, notamment la DSFE, la CAPL et puis nous. Et oui, et on vise le bien-être, évidemment, c'est ça en priorité. Donc, après, à chacun de trouver ses ajustements propres au sein de sa famille. Françoise, quand on est justement... agricultrice, qu'on travaille en bio, donc on est tout à fait consciente de tout ça. Et comment est-ce qu'on va réussir à faire entendre, alors vous n'êtes pas magicien ou magicienne, mais comment on va réussir à faire entendre à la population qu'il va falloir qu'on fasse tous un effort et qu'on aille vers du mieux manger et surtout plus produire aussi dans cette qualité-là? Alors, pour cela, en fait, pour diffuser tout cela, on a quand même, au sein du SPG, développé une cellule communication. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, je veux dire, développer ça, on a besoin de tellement de transversalité, parce qu'on a besoin de parler aux consommateurs, on a besoin de parler à l'éducation, à la santé, à l'environnement. Et donc, en fait, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément au sein du système participatif de garantie, qui est un système déjà très inclusif, puisqu'il réunit tous les producteurs, des plus petits aux plus gros, et qu'on communique évidemment avec les consommateurs, puisqu'ils sont partie prenante du SPG. Et puis voilà, à part ça, il faut quand même qu'on communique via tous les systèmes de communication qu'on peut exploiter. Aurélie, au sein de Protège, ce que vous avez pu observer, on voit que les chiffres en Polynésie, ce que j'ai lu, on est à 70% d'adultes en surpoids, plus de 40% en situation d'obésité. Est-ce que chez nos voisins, c'est la même chose? Et qu'est-ce qu'on peut appliquer? Parce qu'on a fait plein d'émissions, on en parle régulièrement. On ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. Donc, comment on va réussir à changer ses habitudes? Parce que là, ça devient impératif, voire urgent. Oui, effectivement, c'est un constat qui est partagé par la plupart des pays du Pacifique. Donc nous, dans le cadre de Protège, on n'a pas travaillé sur le volet santé,
parce que c'était pas dans le Mais périmètre peut-être de l'action. sur le volet changement d'habitude Oui, oui, tout à fait. Bah, par exemple, qui est lié, ouais. voilà, tout à fait, ouais. Du coup, on a travaillé pour reprendre ce que disait Françoise, un petit peu sur le volet systémique. Quand on parle de système alimentaire, on, on parle de cette transversalité, en fait, depuis la production, en passant par la transformation, la distribution et la consommation. Donc, il y a effectivement beaucoup d'actions de sensibilisation, d'éducation au mieux manger qui doivent être menées si on veut avoir une approche globale. Et le projet que porte Food and Cook Lab, donc de Audrey, est un des projets qui a été soutenu dans le cadre de Protège. On a fait un appel à projet justement pour soutenir un peu différentes initiatives qui s'inscrivent dans ce système que je viens de décrire. Et le projet d'Audrey participe à justement essayer de changer les comportements alimentaires avec un accompagnement des familles les plus démunies en fait de Moréa pour essayer c'est vraiment un accompagnement de proximité quoi, hein, sur plusieurs heures d'accompagnement justement pour essayer de comprendre quelles sont leurs problématiques économiques, sociales, même matérielles pour pouvoir mieux manger, pouvoir mieux cuisiner. Quelles sont les questions les plus récurrentes au sein du laboratoire, André? Les questions qui vous sont posées par les personnes qui viennent professionnelles, ou alors si vous avez des familles qui viennent, ce genre de choses, quelles sont leurs interrogations? Alors il y a un très fort courant maintenant de transformateurs ou on va dire de primo-agriculteurs, enfin de gens qui débutent, qui veulent aller vers la transformation de leurs produits. On voit que c'est en vogue. Maintenant, c'est comme toutes les entreprises, tout ne peut pas réussir systématiquement à fournir suffisamment pour l'entreprise pour qu'elle soit viable. Donc il y a ce genre de personnes-là. Après, on est aussi là pour montrer aussi l'espace, c'est-à-dire que les gens peuvent venir. Moi, j'ouvre les portes et j'explique aussi aux gens qui veulent monter leur propre structure, qui ne sont pas forcément à Montréal. Donc voilà, on est un peu du support technique, mais très informel, hein, c'est comme ça. Après... Tu sens la prise de conscience? Elle est là ou elle est encore... Alors, la prise de conscience de la population, oui. Tout le monde est conscient. Enfin, je pense que c'est assez évident que tout le monde sait. Maintenant, la mise en pratique et la mise en action, c'est très intime. Hein. On vient de parler de nourriture juste avant de commencer l'émission. Transformer sa nourriture, c'est très compliqué. Donc, il faut donner plusieurs, on va dire, voies, plusieurs possibilités, et que ça soit réjouissant, que ça reste un plaisir, que ça soit... voilà, pas quelque chose qui soit imposé, et surtout qu'il y a eu beaucoup de formes d'imposition sur la nourriture. Moi, je rebondis sur le séminaire. Il y a quand même une personne de Wallis et Futuna qui nous a dit qu'à son époque, il avait une 60aine d'années, on disait que manger du taro, manger des vivriers, c'était pas bon. En fait, c'était trop riche. C'était pas une nourriture qui était convenable. Donc, ça a pu être dit de manière tout à fait peu fréquente, mais ça existe et c'est resté dans les imaginaires. C'était récurrent, faut dire les choses. Après, c'est de l'histoire, donc voilà, on ne dit rien de mal, on fait que citer l'histoire. Il y a eu un choc culturel, il y a eu un choc d'habitude, et certaines habitudes ont été gommées, hélas, je n'allais pas dire au bienfait, mais au méfait d'autres. Après, il faut qu'on réussisse à remettre en place tout ça, et justement, on parle de contraintes, on ne peut pas contraindre les gens, mais comment est-ce qu'on peut essayer de les y emmener? Et c'est le rôle aussi du pays. Ça ne doit pas être facile. Alors, quels sont vos leviers? Notre levier, c'est l'élaboration d'un plan de transition alimentaire, c'est-à-dire une véritable politique publique multisectorielle. La Polynésie s'est engagée dans cette démarche il y a déjà une année, et on est vraiment dans la phase finale d'adoption de ce plan de transition alimentaire sur 10 ans, qui concerne différents services, différents secteurs. Hein. Il y a l'agriculture, les ressources marines, la santé bien évidemment, les affaires sociales qui doivent véhiculer également les mêmes messages auprès des personnes en difficulté notamment. Et donc c'est... À la fois, on reprend... L'éducation aussi, non? L'éducation, oui, tu as bien fait de le citer. Donc, à la fois, on reprend des politiques publiques qui existent déjà, notamment en matière d'agriculture, aux ressources marines ou même santé. Et à la fois, on a imaginé des actions nouvelles, beaucoup plus incitatrices. Et puis, il y a effectivement quand même le levier, entre guillemets, de l'interdiction ou de la taxation de certains produits qu'il faudrait voir disparaître de nos assiettes. Donc c'est vraiment un ensemble de choses de manière coordonnée et très volontaire. Et je comprends que vous ne vouliez pas contraindre,
mais si à un moment la santé de la population est vraiment, je vais pas dire en danger, mais on y est presque. Justement, ces mesures incitatives ont du sens, et puis même si elles font un peu grincer, elles seront nécessaires pour le bien-être de tous. Ah oui, bah, il faut aller plus loin que l'incitation. Après, le problème, parlons par exemple du sucre. Le sucre, on sait que c'est la plus grosse drogue, en fait, hein, une des plus addictives et des plus nocives, hein, qui existent. Mais il y a ce qu'on appelle des lobbies. Moi, je veux pas être péjoratif par rapport à ça. Il y a des entreprises, disons, qui fonctionnent en vendant des boissons sucrées. Donc, bien évidemment, si on est coercitif par rapport à ça, il y a des personnes des incidences, voilà, des qui incidences notamment, économiques. voilà, incidences économiques, Oui. création d'emplois, et le pouvoir public doit arbitrer. Donc, il faut le faire. Donc maintenant, je crois que la prise de conscience des politiques est bien là. Et c'est les prochaines années qui nous diront comment tout ça va se mettre en place. Là, on voit que le gouvernement est justement responsabilisé à ce sujet et fait tout pour essayer de faire en sorte qu'on avance. François, j'aimerais qu'on revienne sur la notion de production bio, parce que j'imagine que c'est aussi des contraintes, mais c'est beaucoup de travail. Parce que pour avoir, alors que je ne dise pas de bêtises, la certification, le label Bio Pacifica, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le cahier des charges, en quelques mots? Donc, on doit déjà avoir une démarche volontaire, hein, c'est-à-dire qu'on veut passer en bio. Alors, ensuite, il y a un cahier des charges. Le cahier des charges de la NOAB, en gros, interdit l'utilisation de certaines substances comme les herbicides, le glyphosate, Alors, je précise que le NOAB, c'est la norme océanienne d'agriculture, qui a été créée en 2008. Exact. Vas-y, continue. Donc, la NOAB, c'est un cahier de charges où on a une suite pas de recommandations, mais de règles qu'on doit respecter. Ensuite, la personne qui s'engage dans la production bio, elle s'engage à respecter cette NOAB. Elle accepte qu'on conduise un audit chez elle. La conversion en bio se fait en combien de temps? Alors, la conversion en bio... C'est-à-dire, j'explique, si vous n'êtes pas en bio, et à quel moment vous allez avoir la Voilà. certification bio? Si on a déjà une exploitation en conventionnel et qu'on veut passer en bio, il faut 3 ans. D'accord. Ou à partir du moment où on a eu son audit, on peut apposer un label en conversion. Ensuite, on est en bio. Maintenant, il y a des gens qui débutent sur un terrain complètement vierge et qui d'emblée veulent faire de l'agriculture biologique. Ceux-là, on fait des audits. Peut-être que le terrain est sain, et auquel cas ils peuvent avoir la certification plus rapidement. Il peut avoir la certification tout de suite. Voilà. Et en fait, l'intérêt de notre système, c'est qu'en fait, donc, on implique les producteurs dans des groupes locaux, ce qui fait quand même qu'il y a une notion de réseau. Il y a beaucoup d'échanges sur les techniques, mais on implique également le consommateur afin qu'il soit conscient de toutes les contraintes qui sont mises en place. Oui, c'est beaucoup de travail, et il y a des contraintes. Et oui, par exemple, je vous donne juste un exemple, c'est que là où il faut une personne pour passer avec un pulvérisateur pour désherber, il nous faut plusieurs personnes pour désherber. Après, on a des techniques comme le paillage pour pas que ça repousse, Alors, etc. ça explique justement, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a une vraie main-d'œuvre, et donc obligatoirement en bout de chaîne. On va dire, je vais prendre la carotte, je dis n'importe quoi. La carotte qui est produite avec des produits qui désherbent tout seul, elle a un coût. Et sauf qu'en bio, vous êtes un peu plus cher parce qu'il y a plus de main-d'œuvre. Est-ce que les consommateurs sont conscients de ça? Et est-ce qu'ils sont prêts justement à se dire, OK, c'est un peu plus cher, mais j'ai normalement une carotte plus saine? Alors, la bonne nouvelle, c'est que les consommateurs sont quand même beaucoup plus conscients qu'avant. Avant, il n'y avait que le portefeuille qui comptait. Et aujourd'hui, on a quand même un souci de ce qu'on met dans notre corps. Parce que, il y a quand même beaucoup de problèmes de santé, des problèmes de cancer, d'obésité, de tout ça. Donc, en fait, les gens sont de plus en plus conscients, y compris des familles polynésiennes et pas uniquement des gens qui viennent d'ailleurs. On parle de l'ensemble de la population, bien sûr. L'ensemble de la population. Et on a vraiment besoin de ça parce qu'en fait, développer tous ces efforts pour que les gens disent « Ah, mais bravo, c'est vraiment bien de faire ça », mais qu'ils continuent à consommer conventionnel. Après, et est-ce qu'on a la capacité c'est l'équilibre. Est-ce qu'on a la capacité localement justement de produire, on va dire, les légumes
Alors, viande, je ne sais pas encore, ce genre de choses, en bio et localement. La capacité, oui, on l'a. Maintenant, ça dépend aussi du nombre d'agriculteurs intéressés. Encore une fois, c'est une démarche volontaire, hein. Ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de jeunes, lorsqu'ils démarrent, veulent se lancer dans l'agriculture biologique. On a également, et moi je trouve que c'est une fierté pour la Polynésie, l'école d'agriculture d'Opunou, qui est le principal lieu d'enseignement qui est certifié en agriculture biologique. Donc aujourd'hui, les Polynésiens qui vont au lycée agricole d'Opunou, ils apprennent l'agriculture avec des techniques d'agriculture biologique. Donc la démarche, elle est prise. Nous, on a fixé un objectif de 25% de produits issus de l'agriculture biologique à l'échelon du schéma directeur dans 10 ans, c'est à 2030. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que la direction soit prise et qu'on avance dans la bonne direction. Et très clairement que la prochaine génération, ou celle qui va arriver, qui va arriver aux commandes, pour elle, ça soit naturel de faire du bio, puisqu'on leur a appris à en faire. Oui, on espère. Moi, je reviens de nature. Oui, je reviens quand même sur l'aspect coût qui est une difficulté. Ça, c'est sûr que même si ça joue moins, ça joue encore. Alors, en fait, on a quand même fait faire dans le cadre de Protège d'ailleurs, hein, on a fait faire une étude comparative des produits bio et des produits conventionnels. Et en fait, en moyenne, on arrive à une différence de prix de 10 à 15%, ce qui n'est vraiment rien du tout. Oui, parce qu'on a tous connu une époque où il y avait un gap qui était énorme. Et ça a diminué, ça devient vraiment beaucoup plus abordable. C'est une réalité. C'est que les techniques se développent et que quand même on a de plus en plus d'outils pour pouvoir le faire correctement et produire, quoi. Alors Ellie, les enjeux, on va dire les enjeux du système alimentaire en Polynésie et dans le Pacifique, quelles sont les solutions qu'on doit trouver ou les problèmes qu'on doit régler dans les 5 ou 10 ans? Vaste question. En 2 minutes. Et en plus, comme Philippe connaît l'émission, vous avez 2 minutes. Non, je pense que si on reprend un petit peu la structure de ce système alimentaire, les enjeux, ils se situent à chacun des échelons, c'est-à-dire un enjeu de production, effectivement, pour être en capacité de produire assez par rapport à la demande. Un enjeu d'accessibilité aussi, on a vu dans le diagnostic qui a été produit dans le cadre de Protège, on a fait un diagnostic de chacun des territoires, de la durabilité des systèmes alimentaires. On a vu qu'en tout cas en Polynésie, on avait des déserts alimentaires, c'est-à-dire qu'on avait des endroits où en fait il n'y avait pas de production, les consommateurs ne pouvaient pas avoir accès en fait à un... Oui, on a aussi un petit problème d'accès au foncier. Voilà, ensuite il y a l'accès au foncier, bien évidemment. J'ai dit un petit, t'as vu Philippe, j'ai été gentil, j'ai mis petit devant. Voilà, ensuite, au-delà de la production, la question de la transformation. Aujourd'hui, on a quand même encore peu de transformations qui permettent de valoriser la production primaire. Donc, il y a un enjeu aussi de déployer... Donc, il y a une industrie à mettre en place aussi en termes de transformation. Voilà, c'est ça, mais c'est en cours. Actuellement, le pays soutient des projets locaux. Oui, des unités de transformation locales. Et puis, il y a l'enjeu d'éducation, de sensibilisation aussi, effectivement, d'arriver à faire progressivement changer les comportements alimentaires. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça passe aussi par le biais de la restauration scolaire, en fait. C'est vraiment l'axe que prend le plan de transition alimentaire, Philippe pourra compléter. Mais c'est vraiment par cette entrée-là, en fait, qu'on pourra à la fois éduquer et changer les comportements pour les prochaines générations. Audrey, les agriculteurs qui viennent utiliser le laboratoire ou qui viennent chez vous, tu vois justement qu'ils tendent à partir sur du bio et que cette prise de conscience, elle est là et qu'on veut peut-être produire moins en quantité, mais plus en qualité? Oui. Justement, dans le cadre de Protège, j'ai eu encore la chance d'être soutenue sur le projet d'incubateur d'agrotransformation. Donc là, on a 3 personnes qui sont accompagnées pour la formulation de leurs produits finis. Accompagnement commercial, etc. Et 2 sont... Alors, une est complètement bio depuis pas mal d'années, et située aux Marquises, et l'autre est en phase de conversion, et est à Moorea, et l'autre personne, c'est un pêcheur, lagonaire. Alors, j'allais y venir justement, c'était la dernière question que j'allais poser à Philippe. On a parlé de l'agriculture parce que, évidemment, nécessaire, mais aussi la pêche, et on a la chance d'être au milieu du Pacifique et d'avoir un bassin large et de qualité. Comment est-ce qu'on fait pour garder cette qualité et puis la protéger un petit peu pour que la Polynésie en profite? Alors la qualité, est-ce que tu peux préciser? Quand j'ai la qualité, on a des poissons de qualité, on a la chance d'avoir des thons de très belle qualité qui sont très demandés à l'extérieur.
Comment est-ce qu'on fait pour que la Polynésie en profite, justement? Je vais parler donc au nom de mes collègues de la direction des ressources marines, hein, sachant que c'est pas ma spécialité. Mais je sais que tu maîtrises aussi ça. Non, en réalité, c'est plus une question de gestion de stock. En tout cas, pour ce qui concerne la pêche hauturière et globalement, on va dire tous les tonidés, la qualité du poisson, Dieu merci, elle est là, elle ne semble pas menacée aujourd'hui. Par contre, c'est la gestion des stocks importante et on est dans une situation privilégiée. Nos stocks aujourd'hui ne sont pas menacés. Donc, on est plutôt dans une position favorable. Après, l'enjeu, c'est plutôt le poisson de lagon. Et dans le cadre du plan de transition alimentaire, en réalité, les Polynésiens mangent, entre guillemets, trop de viande, globalement, hein, parce qu'automoto, ils mangent énormément de poissons. Ouais. Et il y a un enjeu pour essayer de consommer davantage de poissons de lagon en toute sécurité, puisqu'on a le risque de la ciguatera qui aujourd'hui freine un peu la commercialisation et l'utilisation. D'autant plus que le poisson de lagon est aujourd'hui à un coût finalement peu élevé. Donc c'est une protéine animale de qualité à un coût faible. Et donc il y aura vraiment une volonté là, dans les années qui viennent de faciliter l'accessibilité à du poisson de lagon. Bon ben voilà, ça fera office de conclusion. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.